Jusqu'où peut aller cette guerre de l'ombre? Nos équipes ont rencontré des spécialistes pour décrypter ces opérations ultra secrètes. Opération secrète du Mossad, un reportage exclusif signé Gwendoline Debono, Soline Caron et Frédéric Jolf. Beyrouth, 17 septembre 2024, 15h30. L'opération clandestine la plus audacieuse du Mossad est lancée. Elle va bouleverser les rapports de force dans la région. Une vibration indique l'arrivée d'un message sur le beeper placé dans la poche de cet homme. Tout de suite, l'appareil explose. La scène se reproduit partout au Liban, plus exactement dans tous les fiefs du Hezbollah. La banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Bekaa, ainsi que le sud du pays sont frappés par une série d'explosions. Les hôpitaux sont pris d'assaut. Les blessés qui arrivent par centaines présentent tous le même type de blessures. Elles sont concentrées au niveau des yeux, des mains et du ventre. C'était si intelligent qu'il fallait les deux mains pour activer les beepers. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que les deux mains soient touchées. L'immense majorité des victimes sont des membres du Hezbollah libanais, alliés de l'Iran et ennemis jurés d'Israël. Tous équipés de beepers, leur moyen de communication s'est transformé en arme et s'est retourné contre eux. L'opération Pagers a été un succès. J'ai trouvé ça brillant. On a fait des opérations similaires, certaines dont on ne peut toujours pas parler, mais quelque chose d'aussi gros, je crois que c'est la première fois. L'attaque fait 39 morts et plus de 3400 blessés. De la planification jusqu'aux détonations, ce piège de masse a nécessité plusieurs années de préparation. Nous avons pu nous entretenir avec un ancien Premier ministre israélien, un ancien directeur du Mossad, avec des officiers qui ont servi au Shin Bet, le renseignement intérieur, ainsi qu'avec des spécialistes du renseignement. Leur parole est rare. Ils reviennent sur le retour massif des éliminations ciblées et sur leur efficacité à long terme. L'opération Beeper laisse le Hezbollah et ses alliés sous le choc. Elle porte la marque du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens. Comment le Mossad a-t-il pu infiltrer la chaîne d'approvisionnement du Hezbollah? Première étape, s'appuyer sur une infrastructure, c'est-à-dire sur plusieurs entreprises réelles, créées de très longue date par le Mossad. Parfois, vous préparez une opération et vous n'utilisez rien jusqu'au moment où les dirigeants pensent que cela est nécessaire, à un moment précis. Parfois, il faut des années simplement pour mettre en place une opportunité, pour la mettre, comme on dit, dans l'armoire, pour qu'elle soit prête et pour l'utiliser au moment approprié. Ça a pris 10 ans de travail, parce que dans une telle opération, l'opération Beeper ou n'importe quelle autre, il faut du renseignement humain. Mais pour vendre de l'équipement à la partie ennemie, vous devez créer des sociétés de façade, des sociétés écrans. Mais je pense que c'est un mauvais terme, parce que ces sociétés n'existent pas uniquement sur le papier. Ce sont des vraies entreprises. Parce que pour persuader l'ennemi que vous leur vendez un équipement authentique, vous devez aussi le vendre à d'autres clients. Parce que l'ennemi va dire « Ok, on est prêt à faire du business avec vous, mais montrez-nous des lettres de recommandation. » Alors vous avez besoin de montrer ces lettres de recommandation. Problème, le modèle de beeper destiné à être rempli d'explosifs n'existe pas sur le marché. Il s'agit du modèle AR924 et sa batterie au lithium qui affiche une autonomie de 85 jours. Grâce à ces sociétés écrans,
Le Mossad va donc créer une légende, c'est-à-dire une histoire et un passé à son modèle de beeper. Ceci est une vidéo de promotion mise en ligne par une des sociétés écrans du Mossad. Pour rendre son modèle de beeper encore plus légitime, les sociétés écrans du Mossad obtiennent une licence d'une entreprise taïwanaise, Gold Apollo, spécialisée dans la vente de beepers depuis 20 ans. Après les explosions, son PDG réalise qu'il a été piégé. Ce produit ne vient pas d'Apollo, mais j'ai autorisé sa commercialisation sous notre licence de marque. Le Hezbollah achète les beepers. Il passe au scanner, mais le groupe ne détecte pas la charge explosive insérée dans la batterie. Comment le Mossad a convaincu l'acheteur du Hezbollah de s'orienter vers ce modèle? La réponse semble assez simple. On va vous faire un bon prix. On sera meilleur que nos concurrents. Et puis aussi, j'imagine que le Hezbollah est une organisation très corrompue, donc l'intermédiaire et peut-être d'autres membres du Hezbollah prennent également leur commission. Quand quelqu'un vous fait une trop belle offre, n'achetez pas, achetez plus cher et soyez plus en sécurité. Parce que si vous réussissez à infiltrer la chaîne d'approvisionnement quelque part, à mettre un cheval de Troie quelque part, eh bien cela va affecter et infecter l'ensemble du système. C'est un double revers pour le Hezbollah. Si le groupe a fait le choix de s'équiper de beepers, c'est qu'il estimait que le renseignement israélien infiltrait trop facilement les téléphones portables. Le message envoyé est très fort. Même si vous choisissez de remplacer vos moyens de communication par un moyen très ancien, je ne sais pas moi, des pigeons voyageurs ou des signaux de fumée, il y aura tout de même des moyens de vous trouver. L'opération Beeper sème la panique dans les rangs du Hezbollah. Mais le coup le plus sévère arrive 10 jours plus tard. Une frappe israélienne élimine le leader historique du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, en plein Beyrouth. Il se trouve alors en sous-sol, dans ce quartier, en réunion de commandement. Jusqu'au dernier moment, Hassan Nasrallah reste persuadé que les Israéliens n'oseront pas l'assassiner. Nasrallah n'était pas juste un chef comme les autres. Nasrallah était une figure au Moyen-Orient ces 20 dernières années. Par ailleurs, il est devenu leader après l'assassinat de son prédécesseur, le précédent commandant du Hezbollah, Moussaoui. Ce qui amène parfois à se demander si c'est toujours sage d'éliminer les commandants ennemis. Car un commandant faible est parfois une meilleure option. Mais Nasrallah est vraiment le personnage qui a dominé tout le paysage entre nous et le Liban ces 20 dernières années. Et le fait qu'il soit mort alors qu'il était le plus protégé, cela a vraiment semé la peur chez les commandants du Hezbollah. Personne ne voulait prendre la place de commandant car il savait qu'ils pourraient être les prochains. La victoire à la fin n'arrive pas quand tous les soldats du camp ennemi sont morts, mais quand ils perdent l'envie de se battre. Même après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah, ses partisans ont du mal à y croire. Sur cette photo fournie par l'armée israélienne, on voit le Premier ministre Benjamin Netanyahou donner l'ordre de la frappe. Si la décision politique a été rapide, au moins 2 décennies ont été nécessaires au Mossad et à l'armée israélienne pour arriver à mettre le Hezbollah sous surveillance quasi totale. L'année clé, c'est 2006 et la seconde guerre du Liban. 33 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah qui aboutissent au retrait des troupes israéliennes. Un camouflet pour l'État hébreu. Après cela, l'intégralité de l'establishment israélien, le militaire et la défense, Mossad inclus, se sont vraiment assis autour d'une table. Il y a eu une prise de conscience et depuis 2006, l'État d'Israël, l'intégralité de son appareil sécuritaire ont été concentrés sur le fait d'obtenir du renseignement sur le Hezbollah.
Ce qu'Israël a fait au cours des années, je dirais d'une manière frénétique, une vraie détermination, c'est de recueillir des renseignements sur tous les composants majeurs du Hezbollah. Sa logistique, sa chaîne d'approvisionnement, la localisation de ses postes de commandement et de contrôle, les noms, la localisation et l'environnement social de ses commandants, de toute la chaîne de commandement. Un homme se souvient très bien de la montée en puissance du Mossad sur le Hezbollah après la Seconde Guerre du Liban. Et pour cause, à cette époque, Ehud Olmert est le Premier ministre israélien. L'ennemi numéro 1 dans le viseur du renseignement s'appelle alors Imad Mughniyeh. Il est le chef de l'appareil militaire du Hezbollah. Longtemps surnommé l'homme sans visage pour sa capacité à vivre en clandestinité, il a organisé de multiples prises d'otages et attentats. 1983, le camion piégé qui cible le QG des Marines américains à Beyrouth, c'est lui. 243 morts. Le même jour, l'attentat du Drakkar, nom de l'immeuble où était installé un contingent français sous mandat de l'ONU, c'est encore lui. 58 parachutistes français sont tués. Imad Mughniyeh est assassiné en 2008 à Damas, en Syrie. Une bombe est placée dans la voiture où il circule. Tout de suite, la CIA et le Mossad sont pointés du doigt, mais à l'époque, Israël nie vigoureusement toute implication dans sa mort. Aujourd'hui, face à notre caméra, Ehud Olmert reconnaît que c'est bien lui qui a personnellement approuvé son élimination. C'est la première fois que je l'admets, nous l'avons ciblé. Et je crois que c'était le plus significatif, le plus important des ciblages et le plus efficace qui ait eu lieu pendant des années et des années. Il était un tueur de la pire espèce et il ne méritait rien d'autre que d'être éliminé. Il était le directeur de l'appareil militaire du Hezbollah et le résultat de son élimination est que pendant des années, le Hezbollah n'a pas été capable de développer à nouveau la puissance militaire dont le groupe disposait lorsqu'il était le commandant. Et pendant 17 ans, le Hezbollah a été complètement dissuadé. Ils n'ont pas tiré une seule fois depuis leur côté de la frontière. Bien sûr, ils avaient toujours Nasrallah, mais un commandement militaire disposant de l'efficacité, efficacité relative, qui était celle du Hezbollah en tant que puissance militaire, était principalement due aux capacités exceptionnelles d'Imad Mughniyeh. 2 décennies plus tard, le Hezbollah se retrouve une nouvelle fois affaibli, même s'il est encore bien présent. En ciblant les cadres du mouvement chiite, le renseignement israélien porte des coups sévères à l'ennemi juré d'Israël, le régime iranien. Et à Téhéran, il y a de quoi s'alarmer. Le Hezbollah était au cœur du système de sécurité mis en place par l'Iran. C'est le Hezbollah qui est allé soutenir Bachar el-Assad et sauver Bachar el-Assad pendant la guerre en Syrie. C'est le Hezbollah que l'Iran envoyait en Irak ou chez les Houthis au Yémen pour les entraîner, pour leur dire comment utiliser le matériel, l'assembler. Donc le Hezbollah était très très connecté à l'Iran, pas seulement idéologiquement, mais opérationnellement. Ce que l'Iran a toujours espéré, la raison pour laquelle l'Iran a équipé les milices, c'était pour éviter une guerre sur le sol iranien. Et il s'avère que tout ce concept de soutien des milices a été un échec. Et je ne sais pas s'ils ont une stratégie pour remplacer ça. Depuis le 7 octobre et le séisme de l'attaque terroriste inédite du Hamas en Israël, l'État hébreu anéantit tous les cadres de cet axe de la résistance construit par l'Iran année après année. Et ce, jusqu'au cœur du territoire iranien. Le 31 juillet 2024, c'est Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, qui est assassiné à Téhéran.
On le voit ici se réjouir, puis prier en regardant en direct les images de l'attaque du 7 octobre. Ismaël Haniyeh vit en exil au Qatar. S'il a fait le voyage jusqu'à Téhéran ce jour de juillet, c'est qu'il assiste à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian, élu 3 semaines plus tôt. La question n'était pas de tuer Haniyeh, mais la question était aussi quand et où. Donc, comme Israël ne voulait pas commettre cet assassinat sur le sol qatari et pas sur le sol turc non plus, où il avait l'habitude de voyager, donc le seul endroit possible était Téhéran, car il se rendait régulièrement à Téhéran. Le Mossad sait non seulement qu'Ismaël Haniyeh est en Iran, mais le renseignement israélien sait aussi où il va passer la nuit. Une maison d'hôtes qui appartient aux gardiens de la Révolution, le corps d'élite du régime iranien. Les chambres sont destinées à accueillir les hauts dignitaires nationaux et étrangers. Lorsqu'Ismaël Haniyeh arrive sur place, le Mossad a déjà piégé l'immeuble. Il a été tué par une bombe. Donc quelqu'un a dû arriver en Iran, à Téhéran, transporter la bombe, et généralement ce genre de bombe est démontée, puis réassemblée. Donc peut-être que plus d'une personne était en charge du transport. Ou alors elle était déjà stockée dans l'une des infrastructures du Mossad à Téhéran. Donc vous avez besoin de la sortir, d'avoir accès à la chambre où il allait dormir, parce que l'idée n'était pas de tuer tous les autres invités qui étaient présents. La bombe devait le cibler lui, et dans ce but, vous avez également besoin d'utiliser un explosif très particulier, qui d'un côté va tuer la cible dans la chambre, mais de l'autre ne va pas causer de trop gros dommages dans le reste du bâtiment. Je suis sûr que les Iraniens sont maintenant dans une profonde contre-enquête après ce genre de coup. De l'assassinat d'Haniyeh à Téhéran, au cœur de l'administration du régime, ainsi que les autres attaques. Ils sont maintenant dans une phase d'enquête. Comment cet échec a pu arriver dans leur système? Il arrive dans ces batailles de cerveau, vous réussissez à faire des choses sans que l'adversaire, l'ennemi, découvre comment vous l'avez fait. Parfois, vous devez sacrifier une partie des outils. Et parfois, vous réussissez à rester clandestin, secret, sans que l'ennemi ne découvre vraiment comment vous l'avez fait. Je crois que pour l'instant, ils ne l'ont pas découvert. À ce jour, Israël n'a pas revendiqué cet assassinat, mais le commanditaire laisse peu de doute. Toutefois, le bénéfice de cette opération fait encore débat dans les cercles sécuritaires israéliens. La raison derrière l'assassinat d'Haniyeh était seulement la revanche. La décision était prise immédiatement après le début de la guerre, le 7 octobre. Et je pense que c'était la mauvaise décision. Parce qu'il a été tué dans cette maison d'hôtes qui appartenait aux gardiens de la Révolution, cela signifie qu'Israël avait une très bonne source. Un très bon agent à l'intérieur des gardiens de la Révolution et à l'intérieur de la maison d'hôtes. Maintenant, cette maison d'hôtes était utilisée par les gardiens de la Révolution pour accueillir des terroristes du monde entier. Donc Israël, en tuant Haniyeh dans cette maison d'hôtes, a révélé, exposé et cramé ce trésor. Cette personne que nous avions dans la maison d'hôtes des gardiens de la Révolution. Est-ce que ça valait le coup de cramer cette source pour tuer Haniyeh? Je n'en suis pas sûr. Je crois que c'était une erreur. Faire la balance entre les risques et les bénéfices, puis dire oui ou non.
En matière d'élimination ciblée, cette tâche incombe au Premier ministre de l'État d'Israël. C'est in fine lui qui donne son accord et il faut parfois freiner les opportunités présentées par les services de renseignement. Il y a toujours une tentation, quand une élimination ciblée est un succès, de continuer avec une autre. Et parfois, vous perdez le juste équilibre, le sens des proportions. Donc je faisais très attention et je n'ai pas approuvé tout ce qui m'était présenté. Parfois, d'éliminer un tel ou un tel dans une grande variété d'endroits. C'est pour cela que ça ne doit pas dépendre uniquement du niveau opérationnel, des généraux, des commandants, des différentes unités militaires. Cela doit être approuvé, discuté par les plus hautes autorités qui ont une compréhension plus large de toutes les possibles ramifications d'une telle opération. Traumatisé par le fait de n'avoir pas vu venir l'attaque du Hamas le 7 octobre, Israël affiche désormais ses capacités tactiques et la hausse de son niveau de violence. Avec les assassinats ciblés, l'État hébreu espère rétablir sa dissuasion. En Iran, au Liban, mais aussi dans les territoires palestiniens, à Gaza et en Cisjordanie. Le 30 janvier 2024, le renseignement israélien va faire passer un message clair aux membres des groupes armés palestiniens. Vous n'êtes à l'abri nulle part. Nous sommes dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, historiquement un bastion des groupes armés. Majoritairement de jeunes hommes qui n'ont pas connu l'époque du processus de paix. L'hôpital Ibn Sina est le plus grand hôpital de Jénine. À 5h30 du matin ce mardi, des membres des forces spéciales de la police israélienne entrent par les urgences. Ils sont 9, déguisés en médecins et en patients palestiniens en fauteuil roulant. Cette porte était fermée. Une nurse était en charge de l'étage. Ils ont sonné pour ouvrir la porte, mais elle a d'abord refusé. Ils étaient déguisés en médecins de l'hôpital et ils ont dit qu'ils devaient aller voir un patient. C'est là qu'ils sont entrés dans le département. Leur cible se trouve dans la chambre 376. Il s'agit de Bassel Razaoui, 18 ans, qui est soigné dans l'hôpital depuis 2 mois. Son frère, Eman, est aussi dans la chambre, ainsi qu'un de leurs amis. Tous les 3 sont membres d'une faction armée. Bassel était exactement en train de dormir sur ce lit lorsqu'ils sont entrés et lui ont tiré une balle directement dans la tête. Son ami et son frère étaient sur un autre lit. Ils les ont exécutés tout de suite aussi. Il y avait du sang partout dans la chambre. Bassel, le patient assassiné, avait été changé d'étage 1 semaine auparavant. C'est une source palestinienne, proche des groupes armés, qui a prévenu le renseignement israélien. Sur ces images, on voit le commando quitter l'hôpital après l'assassinat des 3 Palestiniens. En Cisjordanie, les enterrements des membres des groupes armés se succèdent depuis le 7 octobre. À Naplouse, nous avions rencontré ce commandant d'un groupe armé et l'un de ses hommes. 3 jours plus tard, nous assistons à leurs funérailles. Ils ont été assassinés par une frappe de drone. Oudaï était un de leurs amis. Lui n'a jamais pris les armes, mais il sait qu'ici, la lutte armée fait figure de seul horizon. C'est quoi ton espoir dans la vie? Être martyr. Être martyr. Voilà le seul espoir des gosses ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais goûté à la liberté ici, comme tout le monde. Les éliminations ciblées n'empêchent pas l'émergence de la relève en l'absence totale de perspectives politiques. À chaque assassinat, Israël ne fait que gagner du temps, voire repousse le problème
estime les voies les plus critiques au sein de la communauté du renseignement. Cet ancien directeur du Mossad, ici, aux côtés de ses successeurs, dit même s'y être opposé en son temps. J'ai dit à l'époque que c'était comme tondre le gazon. Vous tondez le gazon, vous coupez l'herbe, et quand vous l'avez coupé à ras, une nouvelle herbe pousse et grandit. Et donc, la méthode qui consiste à enlever la vie des commandants ennemis au fil des ans n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a un proverbe en hébreu qui dit « Ce que vous ne réussissez pas par la force, vous pouvez y parvenir avec encore plus de force ». On avait aussi l'habitude de dire que le seul langage que les Arabes comprenaient, c'était la force. Donc par conséquent, nous devons être forts aussi. Je crois que désormais, c'est Israël qui ne comprend que la force. Et le danger, le risque, c'est qu'on oublie que la guerre et les opérations militaires ne sont que des instruments. Un moyen pour parvenir à un but plus grand, qui est une solution diplomatique, politique. Et nous ne voulons plus avoir de solution diplomatique ou politique. Donc le conflit est sans fin. La force comme obsession et unique grille de lecture. Pour ces hommes et ces femmes qui ont consacré leur vie au service de leur pays, l'erreur est là. Presque tous nous l'ont dit, si l'excellence opérationnelle est nécessaire, elle n'a jamais fait une stratégie.